DRC Mining Week en République démocratique du Congo, refus de la validation de la loi sur les référendums par l'opposition au Sénat. Messieurs et dames, c'est autour de ces deux thématiques que nos 55 minutes vont tourner autour. Messieurs et dames, merci de regarder Mikoba Télévision. Bienvenue dans votre émission. Cette question qui décortique les questions d'actualité, bien sûr, en République démocratique du Congo en particulier, mais dans le monde entier en général. Et pour en parler sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de quelques invités que vous allez découvrir. À ma droite, vous avez un invité que je vous propose de découvrir. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à tous les téléspectateurs de Mikoba de nous avoir donné cette confiance. Voilà, il s'appelle Jorbil Malouchi, il est membre de la majorité en République démocratique du Congo, pas seulement dans la province du Lualaba. À ma gauche, un autre invité à qui je vais donner l'opportunité de se présenter aussi tout seul. Monsieur Fils Kalimbwe, Société Civile, merci de m'avoir invité sur ce plateau et bonjour à tous. Voilà, il sera là pour équilibrer les débats entre la majorité et l'opposition. Et bien sûr, on va accueillir notre candidat de l'opposition. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonjour, bonsoir, merci pour l'invitation. Je veux saluer tous ceux qui vont nous suivre ainsi que mes co-débatteurs. Voilà, il s'appelle Clovis Amouézé. C'est avec ces trois invités que nous allons partager ces 55 bonnes minutes. Messieurs et dames, nous allons commencer par la semaine minière en République démocratique du Congo. Cette semaine s'est tenue où cette semaine est le plus grand rendez-vous annuel du secteur minier en République démocratique du Congo, organisé à Lubumbashi au cœur du Copa Belt africain. Cette plateforme réunit les autorités gouvernementales, les sociétés minières, les investisseurs, des fournisseurs de services et les experts de l'industrie pour discuter des enjeux et des opportunités du secteur minier congolais. L'événement met l'accent sur les minerais stratégiques tels que les cuivres, les cobaltes et d'autres minerais critiques indispensables à la transition énergétique mondiale. Il offre un cadre d'échange sur les investissements, les infrastructures, l'énergie, les innovations technologiques, la durabilité environnementale et le développement des communautés locales. La DRC Mining Week est également une vitrine d'exposition où des centaines d'entreprises présentent leurs produits, équipements et solutions destinés à l'industrie minière. Chaque année, l'événement attire des milliers de participants venus de plusieurs pays, renforçant ainsi le rôle de la RDC comme acteur majeur de l'industrie minière mondiale. Lubumbashi a accueilli une nouvelle édition de la DRC Mining Week, le plus grand forum minier de la République démocratique du Congo pendant plusieurs jours, soit du 17 au 19 juin de l'année en cours. Investisseurs et acteurs de l'industrie minière se sont réunis pour échanger sur les opportunités d'investissement, les minerais stratégiques et l'avenir du secteur minier congolais. Ce fut un événement qui confirme la place centrale de la République démocratique du Congo dans l'approvisionnement mondial des minerais critiques. Messieurs et dames, avec moi sur ces plateaux, ces trois acteurs. Messieurs Jorbil Malouchi, selon vous, après la tenue de ce grand forum minier, qui s'est tenu au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi pendant 4 jours. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt que les communautés autochtones, donc les plus démunis, peuvent tirer de ces grands rendez-vous? Oui, madame, je suis parmi ceux-là qui sont optimistes parce que ces 4 jours qui ont abrité la semaine ou la semaine plutôt la semaine minière. La semaine minière. Alors, c'était bénéfique aux Congolais. Pourquoi? Parce que, premièrement, dans ces salons, il y a eu la discussion de la responsabilité sociétale des sociétés minières implantées sur les provinces minières. Alors, il y a aujourd'hui, madame, il faut qu'on souligne une chose, il y a la confusion de nos partenaires aujourd'hui sur la redevance minière, qui est la taxe d'exploitation, sur la dot, ou la dotation des entreprises. Des 0,3%. Bien sûr. Mais les entreprises semblaient oublier cette responsabilité sociétale
qui entrent directement dans les ouvrages ou les réalisations qui vont toucher, impacter sans passer par les entités territoriales décentralisées ou les services publics. Les entreprises minières ont cette obligation d'arranger l'environnement dans lequel ils évoluent. C'est comme ça, dans ces semaines ou ces 4 jours de la semaine minière, ils ont rappelé cette question avec beaucoup plus d'insistance. Je crois que ça sera bénéfique aux autochtones qui sont dans le milieu reculé où on exploite, n'est-ce pas, les matières premières. Deuxièmement, je peux souligner aussi dans ces 4 jours d'assises ou ces assises de 4 jours, il y a eu l'élément le respect de la loi de la sous-traitance. Okay. Oui, c'est-à-dire les entreprises minières ne respectaient pas aussi à 100% cette loi de la sous-traitance qui stipule que ce n'est que les autochtones ou les Congolais qui peuvent avoir droit de sous-traiter dans les grandes entreprises minières. C'est comme ça, moi j'ai dit que les Congolais sont toujours bénéfiques à travers ces 4 jours de la semaine minière. Voilà, Monsieur Clovis Amouenzé, est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt pour les autochtones à tirer de la tenue de la semaine minière en République démocratique du Congo? Merci pour la question, madame. En fait, moi je sais que tout ce qu'ils ont eu à faire dans le 4 jours, ce sont des choses que nous connaissons déjà. Okay. Et ça s'est dit toujours, chaque fois. Dire que tirer des bénéfices, on a juste rappelé ce que la loi dit. Mais est-ce que réellement, il y a des gens, il y a des commissions qui suivent ça après? Vous avez fait vos 4 jours, vous avez rappelé aux investisseurs qui connaissent déjà que la loi sur la sous-traitance parle de Congolais pour avoir des sous-traitances. Peut-être que sur les terrains, ce n'est pas une pratique qui s'est fait couramment. Non, exactement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que si vous allez dans de grandes entreprises, vous verrez que les grandes sous-traitances sont tenues par des expatriés. Et de grands contrats sont offerts aux expatriés. Moi, je pense que dans les semaines minières qu'on a toujours fait, nous devons tirer l'avantage du côté de la République démocratique du Congo. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans les semaines minières, on doit parler de l'exportation des minéraux bruts. Mais ça s'est fait jusqu'aujourd'hui. Okay. Alors, qu'est-ce que l'État gagne lorsque vous exportez les minéraux bruts? Ça veut dire que lorsque vous vous imposez dans des semaines pareilles, appeler les investisseurs, il faut leur dire que amener des usines, transformer sur place, le Congolais auront de l'emploi, les Congolais vont trouver, il y aura de l'argent sur place. Moi, je pense que on ne peut pas commencer à passer de temps pour rien dans des semaines minières et après il y a des conclusions qui sortent et qui ne sont pas respectées. Parce que vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, si nous faisons la ronde de grandes entreprises, nous allons trouver que tous les sous-traitants sont congolais. Non, ce n'est pas le cas. Et vous estimez qu'il faudrait qu'on fasse quoi concrètement? La faillite de l'État. L'État trouve des résolutions et puis ils ne mettent pas ça en exergue. Il n'y a pas de suivi. Parce que vous pouvez prendre des résolutions dans des semaines minières et que la suite n'est pas faite. Je prends l'exemple. Par exemple, le cas de l'environnement. Est-ce que ces entreprises, ces miniers là-bas, respectent l'environnement? Mais il y a des études d'impact environnemental qui sont faites au préalable. Exactement, ils sont faits au préalable. Peut-être qu'il y a des mesures contraignantes. C'est là que nous déplorons notre pays parce que ces études d'impact environnemental sont faites, mais il y a trop de corruption là-bas. Je pense qu'on donne des licences aux gens sans toutefois bien lire leurs études. Est-ce que réellement nous avons cette culture-là de suivre les études environnementales pour dire que non, ici, ne faites pas ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce que la conséquence nous rattrape toujours. Vous trouverez qu'il y a toujours des entités, il y a toujours des populations qui sont en train de boire de l'eau là où les entreprises jettent des toxiques. Alors tout ça, moi je pense que l'État doit avoir un suivi et doit respecter ses propres textes. Il ne faut pas seulement faire 4 jours et puis y sortir des résolutions et par la suite, vous ne faites pas de suivi. Alors là, vous sacrifiez votre propre population. Voilà, fils Kalimbe, vous êtes là pour équilibrer les débats. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à tirer du côté de la population, ou du côté des autochtones, après la tenue de la semaine minière en République démocratique du Congo? Oui, déjà que l'initiative est bonne, dans le sens où elle permet à ce que les idées soient mises ensemble, pour essayer un peu de capitaliser cela. Je crois que c'est quelque chose qui doit être encouragé.
par rapport aux attentes, par rapport aux évolutions qui ont lié à ce niveau-là. Mais nécessairement, c'est justement renforcer les mécanismes de suivi ou d'accompagnement des décisions qui sont prises, comme on vient de le dire ici, dans ces séminaires, pour permettre à ce que la population qui est les bénéficiaires de ces actions minières puisse être aussi la première à bénéficier de ces actions-là. Parce que quand on a des séminaires ou bien des week-ends ou des semaines minières comme on les parle souvent, il faudrait peut-être qu'on essaie de rappeler les responsabilités de chaque société et que chaque société prenne en compte les lois de ces pays pour les respecter. Donc vous estimez que les sociétés ne sont pas suffisamment informées, c'est à la semaine minière où on doit vraiment en parler. Exactement, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ils sont là aussi pour respecter nos lois. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, dans le minier, dans le domaine, dans le secteur minier, il y a trop de problèmes. Nous avons des travailleurs qui quittent chez eux à 5 heures pour rentrer à 20 heures. C'est inconcevable. Comment est-ce que quelqu'un peut quitter chaque jour à 5 heures pour rentrer chez lui à 20 heures? C'est peut-être pour respecter l'horaire que l'entreprise a établi. L'entreprise n'est pas au-dessus de la loi. La loi a déjà établi les heures de travail. Donc, il faut qu'on respecte ces heures de travail. Il y a des entreprises chinoises qui ne respectent pas la sécurité du travail. Vous trouvez quelqu'un travaillant en babouche, nécessairement. Ce sont là des questions nécessaires qu'il faudrait peut-être qu'on rappelle à ces entreprises-là. Au-delà de ce que M. Jobil a dit, le paiement des redevances, c'est très important aussi qu'on les rappelle parce que vous allez vous rendre qu'il n'y a pas longtemps, le ministre des Mines avait pris une décision de suspendre certains traitements de minéraux et ça a posé des problèmes. Nécessairement, ce sont des endroits où il faudrait peut-être qu'on revienne sur l'essentiel des minéraux congolais, permettre à ce que les entrepreneurs puissent s'enquérir de la stratégie ou de la loi sur les mines et permettre à ce que ces respects soient là. Ça, c'est la première des choses parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse avoir des assises et qu'on a des résolutions, mais malheureusement, ces résolutions ne sont pas applicables. Voilà, puisque vous avez la parole, je préfère que vous la gardiez pour nous répondre à la seconde question. Bien, vous pensez que l'État congolais devrait faire... Qu'est-ce que l'État doit faire concrètement pour que toutes les recommandations qui ont été formulées lors de cette semaine ou lors de ces assises puissent être applicables? La première des choses, c'est intéresser les secteurs qui interviennent dans le domaine de mines pour permettre à ce que chacun puisse prendre ses responsabilités à main. Vous ne trouvez pas que le secteur est aussi très large? Oui, les problèmes, c'est les secteurs aussi est très large parce que vous allez vous rendre compte ici en province, on a l'inspection des mines, on a CAMI, on a division de mines. Bon, on s'est dit, ces services-là vont faire quoi? Tous ces services-là vont faire quoi? Nécessairement, vous voyez que plus on a plusieurs services, plus il y a du désordre. Même dans les activités qui ne sont pas minières, vous vous rendez compte que vous êtes censé payer plusieurs taxes alors que vous ne bénéficiez absolument rien. Avec les miniers, c'est compliqué. L'environnement arrive, des loups arrivent. Donc, il y a c'est plus de 40 services qui partent prendre qui cherchent à qu'on leur paye. Et les taxes, c'est énorme. Et ce qui entre dans l'État, ce n'est pas ce qu'ils perçoivent. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il fallait peut-être pédagogiquement essayer de travailler avec les secteurs qui interviennent pour que chacun puisse prendre ses responsabilités, que l'État puisse bénéficier des fonds ou des taxes ou des impôts que ces miniers-là payent. Et aussi, peut-être prendre l'occasion pour enlever l'embargo sur le cobalt, parce que ça pose des problèmes dans les secteurs miniers. Okay. Et même dans le ménage des creuseurs aujourd'hui, on ne sait plus vendre le minerai et le cobalt à un prix quand même abordable. Ce qui pose honnêtement des problèmes et les entreprises ne savent plus bien payer, rémunérer leur argent à cause de ça. Donc, moi je crois que le moment est là. C'était un moment pour eux de prendre des décisions et peut-être de voir comment enlever l'embargo sur le cobalt, question de permettre à ce que ces entreprises ou la population puisse quand même en bénéficier, parce que le fait de bloquer ces minéraux-là, moi je ne vois pas que ça ne bénéficie rien à la République, vu que la quantité, une fois que la quantité est devenue abondante, okay, même le marché ne sera pas, ce ne sera pas un marché concurrentiel. Donc on va commencer à prendre à moins cher et ça ne va pas bénéficier à la République. Donc vous adressez directement une recommandation à l'ARECOM, cela? Exactement, exactement. Je crois que ça, c'est peut-être une décision qu'il fallait que les gouvernements nationaux puissent prendre cette décision et s'imposer, dans le sens où on agit pour l'intérêt de la population. Même vous constatez qu'à Colosie, il n'y a plus de vie parce que 40% de la population et 40% de minéraux
qui sont puisés ici à Kolwezi, il y a le cobalt. Le cobalt est à 40%. Et quand on bloque le cobalt et on laisse seulement le cuivre, là on est en train de bloquer à ce que certains ménages ne puissent pas fonctionner convenablement. Voilà. Clovis Mweze, vous pensez que l'État congolais doit faire... Qu'est-ce que l'État doit concrètement faire pour que toutes les recommandations qui sortent de toutes ces assises-là, parce qu'on sait que les rencontres minières se multiplient petit à petit, vu les enjeux mondiaux et la demande de certains minerais, de la transition énergétique, vous pensez que l'État congolais doit faire quoi concrètement pour que les recommandations puissent être appliquées à tous les niveaux, bien sûr? Oui, en fait, pour l'État congolais, moi je pense seulement qu'il faut qu'il y ait la transparence et la bonne gestion. Donc vous estimez que l'État n'est pas transparent? Non, vous savez, dans ce secteur, il y a trop de corruption, madame. Dans le secteur minier, il y a la corruption à outrance. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous verrez, même les investisseurs, il y a certains... Vous voyez, la plupart des investisseurs qui viennent dans le secteur minier actuellement sont des investisseurs qui ne sont pas aussi crédibles. Quand les investisseurs crédibles, lorsqu'ils viennent et qu'ils croisent la corruption, je ne pense pas qu'ils peuvent accepter de venir investir. Alors, si notre État change sa manière de gérer, ça veut dire qu'il y aura du sérieux dans ce secteur. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a la loi qui est établie. Tout le monde, nul n'est au-dessus de la loi. Même ceux qui viennent investir avec leurs capitaux, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Mais lorsqu'ils vont trouver la loi, si nous-mêmes d'abord, nous respectons nos textes à nous, je pense que même celui qui viendra va respecter nos textes. Mais ce n'est pas le cas. Vous verrez qu'il y a beaucoup de... Même quand on déplore ici qu'il y a certaines entreprises qui ne payent pas la redevance, mais c'est une loi qui doit être respectée. Nous ne pouvons pas nous déplacer d'ici à Washington ou bien en Chine et ne plus respecter leurs textes. Moi, je pense que ce n'est pas faisable chez eux. Si nous prenons d'abord nous-mêmes au sérieux, moi, je pense que celui qui viendra investir, il va faire aussi un travail sérieux. Et ça sera bénéfique à la population. Parce que si nous multiplions seulement les semaines minières, où on rappelle, mais on va rappeler jusque quand? La loi est là, respectons-la, c'est la moindre des choses. Et nous-mêmes, nous devons être sérieux et que nous ne soyons pas un pays traité d'un pays corruptible. Donc à tous les niveaux et sur tous les plans. Oui, mais ceux qui doivent gérer, ceux qui nous gèrent, doivent éviter la corruption. Parce que la corruption nous décrédibilise. Si nous maintenons cet état de corruption dans le secteur minier, moi je pense que les investisseurs qui viennent sont des investisseurs aussi qui ne sont pas sérieux, qui aiment aussi la corruption et notre rôle ne sera jamais respecté. Voilà, Jorbil Malichi, on va finir avec vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui doivent s'améliorer du côté de l'État congolais, donc l'État congolais en général, sur tous les plans et à tous les niveaux, dans les grands comme dans les petits services? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent s'améliorer afin que nous puissions plutôt avoir une bonne gestion de nos ressources minières? Merci madame pour cette question. Moi je trouve que la loi a un caractère évolutif. Okay. Vous allez vous rappeler avec moi ici que avant 2018, on avait toujours les entreprises minières qui ne payaient pas la redevance, qui ne payaient pas les 0,3% qu'on appelle la dotation. Mais aujourd'hui, nous avons évolué. On a eu une loi au bénéfice de la population qui est de la redevance minière. On a eu aussi une réglementation sur les 0,3% pour toucher, n'est-ce pas, les entités qui subissent l'exploitation minière. Donc, il ne faudrait pas qu'on reste pessimiste en tant que Congolais. Il faut qu'on accepte, qu'on reconnaisse aussi qu'il y a eu un changement positif, il y a eu une évolution positive par rapport à nos minéraux. Parce que bien avant, je me rappelle, la TFM s'occupait toujours, je crois, vers les années 2026, et plutôt 2006, je m'excuse. La TFM payait seulement ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Il n'y avait pas la redevance minière. Donc il faut qu'on reconnaisse que l'État congolais est en train de se battre. Et l'État congolais, c'est l'ensemble de tous les citoyens. S'il y a de bonnes propositions, il y a toujours des services attitrés qui ont les portes ouvertes. Il faut aller les proposer au lieu de rester des pessimistes pour rien. Donc pour moi, je trouve qu'il y a une évolution, mais il y a des choses que nous devons encore beaucoup plus tirer attention pour que les Congolais bénéficient à 100% de ces matières premières. Voilà, nous n'allons pas nous éterniser et déçus. Messieurs et dames, nous allons nous retourner vers la régie. On va nous proposer quelque chose avant que nous puissions entamer notre seconde partie.
politique opposition. Nous, sénateurs membres du groupe politique opposition au Sénat de la République démocratique du Congo, prenons à témoin les peuples congolais et la communauté tant nationale qu'internationale face à l'aggravation de la situation politique, sécuritaire, institutionnelle qui traverse notre pays. Considérant que la sécurité des populations, la restauration de l'intégrité territoriale nationale et la défense de la souveraineté nationale devraient constituer les priorités absolues de toutes les institutions de la République. Considérant que de vastes portions du territoire national, dans la partie est du pays, demeurent sous l'occupation de l'armée rwandaise et la rébellion AFC M23. Estimant qu'il est politiquement inopportun, moralement discutable et institutionnellement dangereux d'engager un processus référendaire ou toute démarche pouvant ouvrir la voie à une révision ou changement constitutionnel, alors qu'une partie du territoire national échappe au contrôle du gouvernement. Nous, opposition au Sénat, déclarons cette issue. Rejetons l'adoption en cours par la majorité parlementaire du projet de la loi portant organisation du référendum, ainsi que toute initiative susceptible de conduire directement ou indirectement à la remise en cause des dispositions intangibles des articles 218, 219 et 220 de notre chère Constitution. Jean-Bill Malouchi, quelle est votre lecture? Oui, moi je suis pour ceux-là qui soutiennent le changement de la Constitution parce que je venais de le dire, la loi ou la Constitution doit s'adapter au rythme de l'évolution du pays. Il faut qu'on arrive à différencier ce qu'on appelle la Constitution et les droits administratifs. J'ai toujours dit aux gens, les droits administratifs restent staticaux. Pourquoi? Parce que ça gère toute une administration d'un pays. Mais la Constitution, c'est la loi mère qui régularise ce qu'on appelle les pouvoirs politiques du pays. Et quand nous parlons du pouvoir politique, nous voyons directement les trois pouvoirs suprêmes. Parmi les trois pouvoirs, nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir juridictionnel. C'est-à-dire, il faut qu'on adapte la réalité à la constitution des terrains, la réalité des terrains à la constitution. C'est comme par exemple, madame, moi j'ai toujours dit que même des presses, des radios internationales se moquent de nous. Quand vous voyez qu'on dit la République très démocratique, vous voyez, c'est une moquerie parce que lorsque vous êtes dans une république, automatiquement, quand vous êtes dans une république, il y a la démocratie, il y a les élections. C'est comme ça, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et la définition qui vient de Lincoln, Abraham, c'est-à-dire que nous devons être sérieux. Prenons notre exécutif suprême national, c'est le bicéphalisme, madame. Si vous prenez par exemple celui qui dirige, qui préside le conseil de ministres, c'est-à-dire la première ministre et tous ses ministres, c'est le président de la République. Et c'est lui qui donne les grandes orientations, c'est lui qui a les votes, les droits de veto. Alors, lorsque, par exemple, le même exécutif qui a été en conseil de ministres avec lui commet de bavures par rapport aux orientations, vous allez voir que les peuples, à travers le Parlement ou les députés, vont interpeller le Premier ministre et ses ministres et non pas le président de la République. Il devient irresponsable devant le Parlement. Ce sont des vices que nous devons corriger. Lorsqu'on dit c'est lui qui a la vision et tout ça étatique, c'est le chef de l'État, nous devons lui laisser le chef de l'État assumer sa vision. Et à ce moment-là, je soutiens d'ailleurs l'idée du patriarche Mbosso qui dit nous devons passer de 5 à 7 ans. Et dès que nous passons de 5 à 7 ans, nous pouvons aussi opter ce qu'on appelle les régimes présidentiels.
Dans les régimes présidentiels, c'est le président qui trace les lignes de conduite. Lorsqu'il y a bavure, litige, contentieux, c'est celui-ci qui va aller répondre devant le peuple ou le Parlement. Vous voyez, mais quand nous parlons du régime semi-présidentiel, vous voyez, il y a encore le flou là-dedans. C'est le président qui dicte. Quelque part, c'est les premiers ministres et son gouvernement qui appliquent. Quand il y a contentieux, celui qui a dicté n'est pas responsable. Ce sont des vices en tant que scientifiques, rationnels, que nous devons corriger. Ça, c'est de un. De deux, dans notre Constitution, il y a des articles qui fâchent. Par exemple, Qui cèdent les monopoles aux coopérations, ou plutôt aux traités et accords. Par exemple, l'article qui dit non, si on peut céder au bénéfice des autres pays qui nous entourent une partie de notre souveraineté. C'est un article qui fâche. Donc nous devons entrer et rester sérieux. Et lorsqu'on parle du changement de la Constitution, madame, ici il faut qu'on soit sérieux. L'opposition est en train de chanter tout ce temps que le pouvoir actuel, c'est un pouvoir dictatorial. Alors, aujourd'hui, nous voulons aller au référendum. C'est quoi les référendums? soyez bref, s'il vous plaît. Oui, les référendums, c'est tout simplement la consultation du peuple. C'est le peuple il y aura même ce qu'on appelle les renforcements de la démocratie dans notre pays, ou les renforcements de la souveraineté du peuple. Vous voyez? Donc nous devons accepter de marcher dans la logique et de consulter le peuple, parce que le pays évolue, il y a de nouvelles choses que nous pouvons adapter, revoir le mandat et tout consort, c'est-à-dire c'est pour le bien de tous les Congolais, nous devons rester sérieux. Voilà, merci M. Jorville. J'ai vu à un moment M. Clovis hocher la tête. J'ai comme l'impression qu'il n'est pas d'accord avec votre lecture, M. Clovis. Quelle est alors votre lecture par rapport à cette déclaration? En fait, madame, je suis sidéré d'écouter M. Jorville sortir des choses ici, que lui m'a appelé qu'en tant que scientifique, nous devons opter. Moi, je suis sidéré. En fait, il apprécie au moins l'administration congolaise, que non, nous devons garder l'administration. C'est l'administration lente, héritée de la Belgique. Moi, pour avoir un document, c'est très compliqué. Lui dit que non, le droit administratif doit rester comme ça. Nous devons garder, mais changer la Constitution. Monsieur Jorville, écoutez. S'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas laisser passer des choses comme ça. Mais vous l'avez dit. Je vous laisse la parole, mais je voudrais corriger un peu. Ouais. Je n'ai pas dit qu'il faut laisser. J'ai dit la différence entre les droits constitutionnels, scientifiquement, et les droits administratifs. Merci. Les droits administratifs est vraiment statico. Ça évolue de pas à pas de tortue. Merci. Mais la Constitution peut être adaptée selon la réalité des termes. Merci. Malheureusement, même l'adaptation de cette réalité, vous n'avez pas su définir qu'est-ce qui ne va pas. Vous venez de nous dire ici que le président de la République préside le Conseil des ministres, mais il n'est pas responsable devant le Parlement et tout ça. Mais qui s'est choisi le Premier ministre? Qui choisit le ministre? Je peux répondre? Non, je ne pose pas de questions. Parce que non, vous allez répondre dans votre temps. Vous allez répondre dans votre temps. Je préfère que nous puissions, puissions parler vraiment à notre. Exactement, oui. Vous allez répondre dans votre temps, mais moi néanmoins je me pose cette question. Il faudrait aussi vous poser vous-même la question. Si vous avez des questions, moi je peux répondre, j'ai des réponses. Ou soit je note et vous pouvez... Alors moi, je voulais dire ceci, comme dans le cas actuel. La première ministre, elle est d'élue des PES choisie par Félix Tshisekedi lui-même. Les ministres régaliens ont été choisis par le président lui-même. Pas par force, pas par quoi que ce soit. C'est lui-même qui s'est choisi ses ministres là-bas. Vous voulez qu'on donne le total pouvoir au chef de l'État pour lui faire quoi? Qu'il soit un roi ou quoi? Pour qu'il puisse gérer. Gérer quoi? Mais il gère déjà. Que les 5 ans ne sont pas vraiment suffisants. Mais ils ne sont pas suffisants. Pourquoi les 5 ans ne sont pas suffisants? Il y a d'autres pays ils n'ont que 4 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont venues dans cette logique de changement de la Constitution juste pour vouloir plaire au chef de l'État. Mais lui donner 7 ans, pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire dans 7 ans? Le 2 ans là-bas, c'est pour qu'il ne peut pas réaliser pendant 5 ans. Alors vous trouvez que ce sont des choses qui se disent comme ça parce que ça s'est dit et nous devons protéger un pouvoir qui n'a pas su
donner et répondre aux attentes des Congolais. Et c'est peut-être pour ça que ce pouvoir est en train de... Non, mais c'est un pouvoir qui est resté dès le début dans la jouissance. C'est un pouvoir qui est resté dans ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. C'est réjouir. Vous pensez que, par exemple, l'ajout des 2 ans au mandat du président de la République ne serait pas bénéfique dans les prochaines années à vous qui êtes actuellement mais madame, la réforme de loi, ça doit être impersonnel. Ça doit être bénéfique à la population, pas bénéfique ni à l'opposition ni à la majorité. Donc vous n'avez pas d'intérêt à gagner. On ne peut pas dire que non, nous, lorsque nous serons aussi au pouvoir, et 7 ans, ça va nous bénéficier. Non, est-ce qu'on réforme les lois comme ça? Je ne pense pas qu'on réforme des lois comme ça. Il venait de nous dire ici que, il y a l'article qui dit on cède. Mais cet article-là, messieurs, je vous informe que c'est dans plusieurs constitutions du monde. Et nous, ce que vous refusez là aujourd'hui, nous le faisons déjà. Il y a des pays, vous voyez, les ambassades. Quand on dit les ambassades sont inviolables, ça veut dire que vous avez cédé. Non, mais je vous dis, c'est la même chose. Oui, mais je vous dis, c'est la même chose. Il y a des pays qui peuvent entrer ici chez nous sans visa. Vous savez que cette affaire, c'est une affaire de souveraineté. Vous définissez la souveraineté comment? Mais lorsque l'armée ougandaise est chez nous, en train de se battre aux côtés des FARDC, ça sont des questions de souveraineté. Mais il y a des choses simples à comprendre et que vous êtes déjà dans ça. Soit vous le faites par ignorance, ou soit vous le faites comme ça. Donc vous n'avez pas d'intérêt en tant qu'opposition, vous n'avez pas d'intérêt à tirer dans ces changements. Mais je vous dis, mais le changement de la Constitution, ça doit se faire comment? Et pourquoi? Donnez-nous l'article qui fait ce que les Congolais n'ont pas d'eau, le social n'est pas réglé. C'est cet article-là qu'on doit réviser. Et même dans l'état actuel, vous avez parlé du référendum. Mais messieurs, moi je ne comprends pas. La même Constitution ici nous donne des matières qu'on doit invoquer le référendum. Si nous devons changer la capitale, c'est là que nous pouvons appeler le peuple au référendum. Et même dans l'état actuel, vous êtes dans l'état d'urgence. Est-ce que nous pouvons aller au référendum? Donc vous estimez que la guerre qu'il y a dans ces pays ne peut pas nous... Mais écoutez, madame, nous ne pouvons pas faire le référendum sans le nord et le sud que vous. Mais vous voulez qu'on aille au référendum sans cette partie du pays. Alors, nous voulons dire quoi? Ça veut dire que vous changez la constitution dans la partie qui est ici sans le nord et le sud que vous, et garde l'ancienne constitution, et puis vous voulez dire quoi? Là vous voulez devenir des acteurs de la balkanisation du pays. Mais vous ne savez pas que là où vous nous amenez, c'est très dangereux. Mais même l'ivresse du lait, vous pouvez comprendre au moins que nous pouvons nous ressaisir, qu'on arrête ça, ce n'est pas le moment. Parce que invoquer cette question aujourd'hui, c'est aller à l'encontre de l'unité nationale. Voilà, Fils Kalim Boué, moi je pense que c'est ça. Par rapport à la déclaration de l'opposition, il y a l'opposant ou un membre de l'opposition qui soutient cette déclaration et M. Jobil Malouchi n'est pas du tout d'accord. Et vous êtes de la société civile, essayez un peu de nous équilibrer ces débats. Je vais aller dans l'analyse simple du référendum, le fameux référendum dont on parle. Nous allons nous référer à la Constitution. Je crois que la Constitution en parle beaucoup du référendum, mais j'ai mis ma main à couper. Il n'y a personne sur ce plateau ici qui va me dire qu'il y a un article de la Constitution qui donne le pouvoir au référendum ou à la loi référendaire de changer la Constitution. Donc là, c'est le premier. Vous savez, bon, nous avons tous la même Constitution, le même texte, mais je me rends compte qu'on comprend d'une façon différente parce qu'on a aussi des intérêts, on met aussi des intérêts particuliers devant nos jugements. Alors que ici, si on doit faire une analyse, je préfère à ce que cette analyse-là soit quand même objective, question de permettre à ceux qui nous suivent puissent comprendre réellement c'est quoi. Le référendum n'a pas le pouvoir de changer la Constitution. Et même quand ça passe au niveau du Parlement, moi ça m'étonne. Même quand ça passe au niveau du Sénat, ça m'étonne dans le sens où je ne sais pas si nos élus ou les députés nationaux ont eu le temps de lire ou d'étudier la Constitution. Parce que la Constitution, c'est la loi mère. La Constitution ne dépendra jamais du référendum. C'est le référendum qui dépend de la loi mère. Donc on peut la valider au niveau du Sénat et aller on peut la valider au niveau de l'Assemblée nationale, on peut valider ça au niveau du Sénat, on peut même promulguer cette loi-là, mais au niveau du changement de la Constitution, c'est là qu'il y aura des problèmes sérieux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les articles qui parlent du référendum, d'ailleurs c'est tout un titre là, c'est un titre 7 qui parle du référendum à partir de l'article 218. Il y a aussi l'article 5, je crois, si je ne me trompe pas, 5 qui parle du référendum. Les référendums dont on parle là-bas,
c'est dans le cadre des votes qui peuvent être représentés par la population elle-même peut faire le vote, ou la population peut être représentée par les élus. C'est dans le cadre des référendums, dans le cadre de, pas de changement, mais dans le cadre de la révision constitutionnelle. Okay. Donc, il y a des articles qui sont verrouillés dans ce sens-là. Donc, moi, je me pose des questions. C'est par quelle magie on parvient à dire on doit changer la Constitution? Et d'ailleurs, même les contextes, je sais que la Constitution finira par être changée, mais le moment, est-ce que nous sommes dans un moment où il faut changer la Constitution? Et nous, quand on doit changer la Constitution, la République sera comment? Quelle devient la République? Quelle est la nécessité qui fait que nous devons changer la Constitution? Oui, on ne refuse pas. La Constitution elle-même prévoit le mécanisme d'être révisé. Et si on respectait ce mécanisme d'être révisé, pour nous, ça ne nous donne pas de problème. Et pour le moment, c'est difficile même de se poser la question de réviser la Constitution, parce que la Constitution elle-même considère sa révision à ce moment ici comme un tabou. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de guerre, nous sommes dans un état de siège du côté Nord Kivu et Sud Kivu, en train sous la domination des M23. Donc tout ça, ce sont des questions peut-être qu'il faudrait mettre sur la table et essayer d'effacer une fois pour toutes cette question de révision constitutionnelle. Et nous nous posons des questions. Pourquoi on n'a pas pensé à réviser la Constitution au début du mandat? Parce qu'on est au début, après une année... Est-ce que ce n'était pas le bon moment pour penser à ces genres d'histoire? Qu'est-ce qui a empêché... Qu'est-ce qui a empêché pendant ces moments-là de réviser la Constitution? Alors qu'à cette époque-là, Bunagana n'était même pas dans le main des M23. Est-ce qu'il faut attendre que des provinces soient sous occupation pour que vous puissiez commencer à parler du changement de la Constitution? Je crois que l'intention ici, elle est politique, dans le sens où j'ai suivi chez vous ici dans une émission où, dans l'accord signé avec les États-Unis, la République démocratique du Congo a pris la décision de changer sa constitution. Et vous voyez un peu les retombées. Donc, c'est-à-dire, on engage la République de changer la constitution sans pour autant consulter la population. Et malheureusement, quand on va venir, on vient s'imposer sur la population. Vous pensez quand il y a un référendum ici avec notre population qui a affamé, vous pensez que ça ne va pas passer? Ça va passer parce qu'on va distribuer de l'argent, 5 000, 10 000, mais ça ne bénéficiera pas à la population, ça ne bénéficiera pas à la République. Le plus important, je crois que on doit se ressaisir. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait encore de morts comme nous avons vu à Kinshasa. On se ressaisisse, nous sommes tous Congolais, tous le Congo nous appartient. On peut gagner la vie en faisant autre chose comme nous le faisons d'ailleurs. Et ainsi de suite, la vie continue. Voilà, Clovis Mouenzé, par quel mécanisme la majorité doit passer pour espérer un aboutissement? Donc la majorité est en train de chercher à changer quelques articles comme M. Jorville l'a souligné tout à l'heure. On ne cherche pas à changer toute la Constitution, mais on cherche à changer des choses qui pourraient permettre au pays de bien évoluer. Vous pensez que la majorité doit passer par quel mécanisme? Parce que vous, l'opposition, vous êtes en train de bloquer les choses. Madame, en fait, la question, normalement, ça devait être pour M. Jorville, mais je réponds. Je dis qu'il n'y a pas de mécanisme. Nous allons les arrêter, et même si... Donc ils n'ont pas arrêté leur marche. Mais ça c'est une démarche machiavélique. Ça ne peut pas, ça n'ira nulle part. Madame, nous allons arrêter, il n'y aura pas de changement de constitution dans ce pays. Pourquoi nous ne le voulons pas? Parce que si, et même là qui veulent du changement de la constitution, ils veulent que Félix Tshisekedi reste au pouvoir éternellement. Mais ce n'est pas le cas. La constitution ne sera pas changée. Pourquoi? Parce que, monsieur, nous devons respecter nos textes. La Constitution dit, l'article 220 dit, c'est un mandat renouvelable une seule fois. Et c'est ce que M. Tshisekedi a fait, il doit partir. On souhaite juste prolonger les mandats. Non, mais prolonger les mandats, il ne souhaite pas renouveler, il prend un troisième mandat. Il lui souhaite prolonger juste un petit peu. Notre président, son premier mandat, a passé son premier mandat dans des voyages. Je pense que sur 5 ans, il a été au Congo 2 ans. Alors, le 3 ans, il était ci et là. Alors, vous voulez encore prolonger les mandats, pourquoi? Il avait besoin d'investisseurs. Non, les investisseurs. Il en a amené combien? Nous sommes ici au là-bas. Peut-être que le temps lui est imparti, il a besoin d'autres investisseurs pour développer ce pays. Sur 7 ans, il n'y a aucun investisseur. Au moins, nous a amené Jean-Claude Van Damme. On l'a amené ici, on l'a donné le passeport diplomatique. Je ne sais pas, ça nous apporte quoi? Et on a décoré Fali Poupa, c'est parmi les réalisations. Moi, je pense que nous devons... oui, Tyson aussi était ici. Moi, je pense que
nous devons respecter nos textes. Batiloukou a essayé seulement de dire que nous n'avons pas un problème de texte, nous avons un problème d'homme. Ça lui a coûté son poste. Mais nous devons quand même, les textes sont au-dessus des hommes. Frère Tshisekedi n'est pas éternel. Même Dieu ne peut pas accepter qu'un homme soit éternel. Il n'est pas éternel. Alors comment est-ce que nous devons le vénérer, l'adorer, tout ça, vouloir le conserver? Même lui-même au début de son mandat, il a dit, je trouvais que c'est impossible pour un homme normal, ce sont ses mots, un homme normal de faire plus de 2 mandats. C'est lui qui a dit. Mais M. Zorbil veut l'imposer encore là-bas. Mais peut-être que le président s'est ressaisi et il estime vraiment qu'il est encore possible. Madame, c'est qu'on n'a pas su faire dans 5 ans. Et même, tu sais qu'il n'a pas eu 5 ans, il a eu 10 ans. Mais ce qu'il n'a pas pu faire dans 10 ans, comment est-ce que, même si on lui ajoutait encore ce temps, est-ce qu'il va le faire? Moi, je pense que nous devons respecter notre pays et nous devons chercher la paix dans notre pays. C'est ce qui est très important. Et on a donné des exemples ici, même lorsqu'ils ont invoqué le référendum et tout qu'on sort. Oh, il n'y aura pas d'élection parce qu'il y a guerre. Ils ont donné l'exemple de Zelensky, que non, Zelensky n'a pas organisé des élections parce qu'ils sont en guerre, tout ça. Mais est-ce que vous pouvez me donner au moins une vidéo où Zelensky fête son anniversaire, au moment où on est en train d'égorger sa propre population? Donc c'est pas normal pour le président de festoyer pendant cette période. Non, mais il va festoyer pourquoi? Et publiquement? Il peut festoyer dans sa maison, sans caméra. Mais pourquoi le faire publiquement, organiser des concerts pour l'anniversaire? Et même le lendemain, on a égorgé, les ADF ont égorgé sa propre population à Béni. Mais écoutez, nous devons aimer ce pays, nous devons savoir que ce pays, c'est ce qui nous reste tous. Et pour préserver ce pays, nous devons respecter nos textes. M. Tshisekedi, il fait ses 2 mandats, il part. Pas question de changer la constitution. Voilà, M. Malouchi, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez d'autres moyens à outrepasser cette opposition qui cherche à vous freiner? Merci beaucoup, madame. Moi, je crois que quand je suis sur votre plateau, je reste scientifique et sans émotion. Quand vous entrez dans les histoires de la vie privée du président de la République, ça montre qu'il y a déjà une... Vie privée, il est chef de l'État. S'il vous plaît. Lorsqu'il se présente publiquement, il n'a pas de vie privée. S'il vous plaît, je n'ai pas dit qu'il a la vie privée, mais ce que vous touchez, vous êtes hors sujet, parce que ça, c'est sa vie, c'est son anniversaire. Ici, nous parlons de la Constitution. Alors, je voudrais revenir, madame, sur un élément. Il faudrait, quand nous parlons devant une télévision comme Mikuba International, nous devons avoir le respect de la population congolaise. Il ne faudrait pas dire que ici la population est affamée, elle est corruptible. C'est la même population que l'opposition est en train de chercher les suffrages après le mandat du président Félix Tshisekedi. Donc il faut quand même un minimum de respect à cette population. Moi je trouve que la procédure est connue. C'est d'abord les élus, l'Assemblée nationale qui a déjà commencé, qui a voté, et ça va aller au Sénat. Après avoir parti au Sénat, ça va revenir maintenant aux souverains primaires. C'est les souverains primaires dans le référendum que la population a peur d'affronter, qui vont nous départager. Si les souverains primaires regardent que le président Félix a mal travaillé, je crois qu'ils vont mettre quoi à ce vote de oui ou non du référendum. Donc il n'y a pas à intoxiquer ou à avoir peur. Allons-y dans les urnes, nous allons nous départager. Donc vous estimez que l'opposition n'est pas vraiment une contrainte pour vous, malgré tout ce qu'il y a comme déclaration? Je vous dis que non, même pas la position. C'est comme ça, ils ont peur. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait la marche à Kinshasa. Ils ont fait la marche, ils se sont entretués eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils projettent encore notre marche. Vous savez, l'objectif de cette marche-là, du 7 ou 8, l'objectif est de demander au président Félix de démissionner. Est-ce que c'est normal? Il va c'est ce que vous avez... Attends, non, écoutez. Vous allez demander c'est normal. Je vous dis pourquoi c'est normal. Oui. C'est normal parce qu'il y a une haute trahison. C'est laquelle? Écoutez, laquelle? M. Tshisekedi a juré devant Dieu et devant le peuple de respecter, de faire respecter cette constitution. Et s'il est au pouvoir, c'est à cause de cette constitution-là. Madame, mais écoutez, lorsqu'il y a haute trahison... Répondez juste à la question. Oui. Donc vous allez demander la démission du président pour votre seconde marche. Nous allons lui dire qu'il laisse le bureau de l'État tranquillement et qu'il parte. Vous comprenez que scientifiquement, ça ne peut pas se dire. C'est scientifique. Je crois que c'est la famille. Ça ne peut pas se dire parce qu'il y a le principe de continuité des services de l'État. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État ne peut pas abandonner son bureau. Même s'il trahit le pays. J'ai dit
Même s'il trahit le pays. Mais laissez-moi... mais écoutez, c'est ça scientifiquement. Madame, je peux vous avez la parole, oui, mais soyez bref, parce qu'il y a M. Non, je n'ai pas parlé parce qu'il a pris la parole. Qui doit nous départager. Il n'y a pas de problème, il a pris la parole, mais voilà, je dois vous avez revenir. la parole. Voilà. Je disais que ça sera péché contre le principe de la continuité des services publics. Je crois qu'ils sont en train de me suivre ou leurs chefs sont en train de me suivre. La Constitution a déjà réglé ça. Alors, si le président est empêché, le président du Sénat, il joue l'intérim pendant 60 jours. C'est dans le texte. J'étais en train de dire ceci, madame. Vous savez, aujourd'hui, notre pays a des lacunes par rapport à cette Constitution. Et si vous lisez même l'article 220 lui-même, il vous dit que le mandat du président de la République ne peut pas faire l'objet du changement de la Constitution. D'aucune révision. C'est déjà un blocage. Oui. C'est comme ça que nous disons, au lieu de réviser, nous allons seulement changer. Parce que même cette constitution de 2006 a été adoptée par le même peuple congolais en 2006. Donc, c'est-à-dire nous allons encore consulter le peuple congolais, vu l'évolution, n'est-ce pas, sociologique. Nous devons consulter ce peuple pour voir si nous pouvons changer et aller passer de 5 ans vers 7 ans. Et ça, c'est de 1. Voici la peur maintenant de l'opposition. Pour eux, vous êtes de la majorité, mais vous connaissez quand même la peur de l'opposition. Oui, je suis scientifique, je dois être rationnel. Vous connaissez la peur du peuple. Pour eux, c'est quoi? Lorsqu'on change la Constitution, c'est le président Félix qui va toujours se présenter. Mais ici, je vous retourne dans la définition du pouvoir ou du parti politique. Un parti politique a comme objectif de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible. Donc c'est ça que vous souhaitez? Non, écoutez, je suis en train de dire, je suis en train de renchérir mon idée. Tu n'as pas fini. C'est-à-dire... Le plus longtemps possible en respectant... C'est-à-dire, le président Félix peut changer aujourd'hui la Constitution, mais l'IDPES, qui est son parti politique, ne peut pas arrêter de faire la politique. C'est-à-dire, on peut changer la Constitution, le président Félix peut se dire « je ne me représente pas », mais l'IDPES peut représenter un autre candidat qui peut gagner les élections. Maintenant, leur père, ils sont en train de mettre les idées ou les bœufs devant la charrie, sans connaître même le méandre, même les défauts de notre Constitution. Merci M. Jorbin. M. Fils, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des deux positions? En fait, je crois que la meilleure position, c'est le respect du peuple. Le peuple a choisi cette constitution-là. Et ce peuple qui a choisi la constitution est encore vivant. Je crois que le mieux, c'est de respecter cette population-là qui ont quand même choisi cette constitution et qui n'ont pas voulu qu'on puisse un jour la changer. Je crois que ceux qui sont passés par le référendum avant 2006, ils en savent bien qu'ils étaient conscients que cette constitution ne sera jamais changée, à moins que nous changeons de république. Mais ici, ce n'est pas eux qui vont encore revenir ou qui se sont levés pour dire on doit changer la constitution. Non, on n'a pas vu le peuple commencer à circuler ou à faire des bruits dans... Mais peut-être la majorité a estimé qu'il faut stimuler les peuples. Exactement, nous avons vu des gens de la majorité se tenir devant... on a vu ça dans les réseaux sociaux, sur le plateau, en train de dire que le peuple veut, avant que le peuple n'en parle. Peut-être que le peuple est distrait. Où est-ce que nous sommes société civile, nous sommes proches de la population. Nous d'ailleurs, nous sommes plus proches de la population que l'opposition et la majorité. Ils sont représentants. Quel député? Des députés, il est élu ici, il passe tout son temps à Kinshasa. Vous pensez que moi qui est ici du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, je ne suis pas plus proche de la population qu'un député qui doit aller à la session? Parlementaires, monsieur. Oui, prenons compte de ces vacances-là. Moi, je passe 300 et quelques jours, lui, il passe combien de jours? Combien rentre ici? Rassurez-vous que nous sommes en train ici de vivre seulement que de manipulation politique qui ne sert absolument à rien à la République. Et je crois que la population est en train de nous suivre. Ici, nous devons quand même réfléchir sur notre propre sort. Il ne faut pas que les gens viennent vous manipuler sur ce que vous allez faire pour ce pays. Mais vous estimez que ce n'est pas leur apprendre, mais c'est leur manipuler. Exactement. Ici, nous sommes dans quelque chose de manipulation politique. On veut justement manipuler la population, pousser la population au changement de la Constitution, alors que la population elle-même ne s'est jamais manifestée de changer la Constitution. Si la population voulait changer la Constitution, je vous dis vrai,
là je donne ma main à couper. La population ne suit que la société civile. Si la population a un problème, on n'appelle pas les politiciens pour les dire. Donc vous, à la société civile, vous estimez que la Constitution est bonne et qu'on peut... Nous n'avons jamais reçu de revendications et nous n'avons jamais eu l'intention que cette Constitution sera changée aujourd'hui ou demain. Et on ne pense pas que la Constitution sera changée. C'est vrai, la Constitution peut être révisée, on ne refuse pas. Mais nous, société civile, d'abord, nous apprenons aux gens à respecter la Constitution. Nous devons respecter la loi mère, nous devons la respecter. La respecter, ce n'est pas la changer. La changer, pour vous, ce n'est pas la respecter. La changer, ce n'est pas la respecter. La réviser pendant ces temps, ce n'est pas la respecter. Parce qu'on ne peut pas prendre, on ne peut pas quelqu'un qui a voté ou qui a passé au référendum pour mettre sur pied cette Constitution-là. On est en train de le faire tuer là-bas, mais vous voulez changer la Constitution pour votre guise. Non. Ça ne peut pas se faire. Nous avons une population qui se fait tuer chaque jour. Nous avons une partie de la République avec les recettes que nous sommes en train de perdre chaque jour. Mais qu'on se bat pour récupérer d'abord cette partie-là. Et puis nous allons mettre sur pied la question des révisions de la Constitution. On peut réviser même 1000 fois, 14 000 fois. Mais changer la Constitution, ça n'a jamais été indiqué dans la Constitution. Et cette décision, c'est une décision de souverain primaire qui est le peuple qui ont décidé et qui restent catégoriquement dans la position de ne pas changer la Constitution, mais la population sera un jour peut-être favorable à la révision, pas au changement. Merci. Monsieur Jorbin Malouti, je vous ai vu hocher la tête. Oui, madame, je suis en train de rigoler parce que... Nous sommes en train de chuter, soyez bref. Oui, mon co-débatteur de la société civile vient de me rejoindre. C'est-à-dire que cette population demande le changement de la Constitution. La révision ou les changements? Les changements, pourquoi je le dis les changements? Même la France, vous voyez la France ici. La France, c'est un pays de vieille, un pays qu'on peut appeler de vieille démocratie. Hein? Ce n'est pas un pays en voie de démocratie. Donc, c'est-à-dire la France est au niveau de la 5e République. C'est depuis 1958, avec De Gaulle, qu'il y a eu le changement. La révision, ou plutôt le changement de la Constitution n'a jamais été stipulé par elle-même. Jamais. Dans toutes les constitutions du pays et du monde, vous ne verrez jamais un article qui prévoit son changement. C'est-à-dire le changement, c'est ce qu'il a dit. Il faut maintenant consulter les souverains primaires. Non, je n'ai pas dit ça. Lorsque vous voulez changer la constitution, il faut aller au référendum. C'est-à-dire il faut consulter le peuple qu'il a cité. Vous référez de quelle loi qui parle que quand il faut changer la constitution? Non, je reprends. Il ne faut pas mettre des je reprends en disant, pour terminer, je reprends en disant, aucune constitution du monde ne prévoit son changement, au moins la révision. Maintenant, les changements, aujourd'hui, la France est la 5e République. Lorsqu'on change la Constitution, automatiquement, on change aussi de la République. On quitte la République, passer vers une autre République. Donc, la République démocratique du Congo a besoin de ce changement. Mais je pense que nous avons tous compris avec les téléspectateurs que M. Jourbil ne nous a pas donné pourquoi il veut changer la Constitution. Parce que, en fait, il n'a pas... Tout ce qu'il a cité... Non, mais il a renseigné, c'est qu'il voudrait qu'on puisse rallonger le mandat de la République. En fait, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire dans 5 ans? Alors, je l'ai dit. Moi, je pense que le peuple est en train de nous suivre. La majorité en face n'a pas à nous proposer quoi que ce soit. Parce qu'ils ne savent même pas nous expliquer pourquoi ils veulent le changement de la Constitution. Ce que nous vous disons, refusons tous ce changement. Pourquoi? Parce que l'objectif est de maintenir une personne et de maintenir un poignet d'individus au détriment de la nation. La nation a beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de problèmes que nous devons régler. Même si on doit parler changement tel qu'il a voulu donner l'exemple de la France, mais ça ne peut pas se faire dans ce contexte. Ça doit se faire dans un consensus où tout le monde est d'accord. Vous ne pouvez pas vous imposer et rester là. Non. Et c'est pourquoi nous disons au peuple de rester debout et empêcher ces plans machiavéliques qu'on veut nous imposer. Le consensus. Votre mot de la fin, M. Jourbil. Oui, s'il demande le consensus, le président a déjà dit que le consensus en République démocratique du Congo, parce que nous devons respecter les institutions établies. Voilà, M. Fiskalimbo, puisque vous étiez là pour équilibrer les débats, votre mot de la fin. Je crois que la population doit prendre conscience de l'avenir de ce pays et ne pas cautionner les changements de la Constitution. Merci. Messieurs et dames, c'est par là que nous allons mettre un terme à ce débat. C'est vrai, ça a été houleux, le temps nous a été imparti, mais nous ne pouvons que nous séparer par là. Cette question pour ce jour, pour ce numéro, ça n'est fini. Restez sur nos antennes, au revoir et à la prochaine.